Chapitre 15. Le véritable printemps, bref et chaud, s'est transformé presque sans transition en été. Maintenant, quand Fonzine passait de la grande maison au cabanon, elle trouvait le chat couché dans un large carré de lumière. Depuis plusieurs semaines déjà, les portes des granges s'ouvraient dès l'aube et les hommes et les bêtes étaient envahis d'une énergie nouvelle. Un midi, la cigale a chanté. Venant, allongé sur l'herbe, l'a entendu le premier. Il a dit: « Écoutez donc la cigale chanter! » Mais Amable dormait déjà au soleil. Fonzine, un plat lourd au bout des bras, allait jeter l'eau grasse sur les plants de tomates. Elle a pris une pause en chemin. Les cheveux collés au front, elle est restée sans bouger, pareille à une statue, à penser. Il fait chaud. On cuit déjà comme dans un four. Qu'est-ce qu'on va devenir? Après une courte sieste, Venant s'est levé. C'était dimanche. Il irait finir l'après-midi avec Angelina. Il est allé vers la pompe. Il a rempli le seau et l'a renversé sur sa tête. Avec les doigts, il a peigné ses cheveux. Sa toilette était faite. Il est parti. Vêtue de sa belle robe grise sur laquelle elle avait épinglé, par coquetterie, un bout de dentelle, Angelina, le visage propre, était assise dans la balançoire, son missel à la main. Mais elle ne lisait pas. Dès le moment où elle avait vu Venant arriver, elle lui avait fait une place à ses côtés. Puis, elle s'était lissé les cheveux et pincé les joues. Au lieu de s'asseoir près d'Angelina, Venant est entré dans la maison. Il y faisait frais. Comme s'il en avait été le maître, il s'est installé à l'harmonium. Par la fenêtre, la musique s'est rendue à Angelina. En se berçant, elle a laissé son regard errer sur les champs. Une odeur de miel arrivait jusqu'à elle. Que se passait-il dans le monde? Jamais elle n'avait remarqué que le chenal avait pareille odeur, ni que les fleurs étaient aussi colorées, ni le soleil aussi lumineux. Jamais, au grand jamais. T'es bien pensive, Angelina. À quoi tu penses? Surprise, Angelina a rougi. Isabelle Provençal et Bernadette Salvaille, celle-ci avec sa belle robe blanche et sa ceinture de soie noire, était près d'elle à la regarder. Un doigt sur les lèvres, elle leur a fait signe de se taire. Mais inutilement, le survenant avait reconnu leur voix. Il s'est levé. Un harmonium, c'est trop lent. Ça répond pas. Parlez-moi d'un piano. Chante au moins si tu veux pas jouer, survenant, lui a crié Bernadette. Venant, les cheveux en désordre, s'est tourné vers elle. C'est bon, je vais vous chanter la chanson qu'une actrice a chantée à un roi qui l'aimait. De nouveau, l'harmonium a retenti et s'est mélangé à la voix du survenant. La balançoire a repris son rythme, avec les trois femmes côte à côte. Mais Angelina, déroutée par la présence de ses amis, n'a pas retrouvé ses rêveries. Peu logique, aveuglée par ses sentiments, l'infirme trouvait en elle toutes les raisons d'aimer le survenant. Mais elle ne comprenait pas que les autres femmes s'y intéressent. Isabelle était l'innocence même. Mais que venait donc chercher Bernadette Salvaille avec sa robe blanche trop courte et sa ceinture de soie transparente? De la bouche du survenant, le moindre compliment aurait eu pour Bernadette Salvaille la valeur d'une parole de Dieu. Mais, déçue de voir qu'il ne lui prêtait pas attention, ni à elle, ni aux beaux vêtements portés juste pour lui, elle a commencé à se ronger les ongles, distraite. Elle a cherché le regard de l'Isabelle, mais l'Isabelle Provençal, les yeux ronds, regardait dans le vide. Elle se balançait sans penser à rien.
Il faisait beau soleil. Son prétendant irait la voir le soir même. Comme tous les soirs, il serait en avance. L'attente de l'être aimé, qu'on a peur de perdre, qu'on doit reconquérir à chaque fois, elle ne la connaîtrait jamais. La ponctualité de son prétendant lui garantissait la sécurité. Au bout de 6 mois de fréquentation, il lui demanderait de l'épouser. De bon cœur, elle l'accepterait. Et leur vie d'époux commencerait sans émoi. Angelina, voulant absolument éloigner les 2 jeunes femmes, a inventé. Le survenant a parlé de faire un tour de voiture. Ça va faire du bien au cheval en même temps. Bernadette a compris. Elle a pensé à rester pour embêter Angelina. Mais sous son regard sévère, elle est partie en emmenant avec elle l'Isabelle avant la fin de la chanson. Le cheval, énergique, difficile à conduire, est parti au trot et la voiture légère l'a suivi sur le chemin de Sainte-Anne. Au village, 4 hommes, par équipe de 2, un chapeau sur la tête, jouaient au croquet. Sur le côté, une bonne douzaine de villageois de tous les âges suivaient la partie. Le joueur, un gros homme, était penché, le derrière dans les airs. Son pantalon, usé, presque transparent, presque troué, avait déjà subi bien des épreuves. Un jeune a perdu patience. « Vas-y, Cléophas !» De leur regard frustré, les partisans de Cléophas ont fait comprendre au jeune homme de se calmer. « Prends ton temps, Cléophas !» Le maillet en main, celui qu'on nommait Cléophas continuait à analyser toutes les manières de frapper la boule, mimant un petit coup à droite, un moyen coup à gauche, un gros coup au centre. Son partenaire l'inondait de conseils, alors que les hommes de l'autre équipe jouaient avec leurs moustaches, inquiets. Soudain, Cléophas s'est redressé, et on a pu voir son visage, rouge comme une tomate. On a pensé qu'il allait jouer, mais non, il est allé mesurer la distance de la position de sa boule à celle de l'adversaire. Un murmure d'impatience a parcouru le groupe. Venant n'a pas voulu continuer à suivre la partie. « Marche, marche !» Le cheval a repris le petit trot. « La belle vie qu'ils mènent, les gens du village !» a observé Angelina. « Rester autour de l'église de même, puis les voisins aussi proches, le magasin à la porte, et des amusements à n'en plus finir, comme tu vois. » Le survenant s'est tu. Alors, elle lui a demandé. « Tu penses à quoi? » Il a hésité, puis a dit, rêveusement. « Je pense à ben des choses. » Par exemple? « Je pense que nulle part je suis restée aussi longtemps qu'ici. Avant, quand je restais 1 mois à un endroit, c'était assez. Mais au chenal, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a de l'eau que j'aime regarder passer, de l'eau qui vient de pays que j'ai déjà vus, de l'eau qui s'en va vers des pays que je verrai un jour. Je sais pas trop. Y a rien d'autre qui te retient ici, par hasard? » Venant à regarder au loin. « Et si je te le disais, la noire, ça changerait quoi? » Leurs yeux ont cherché la rivière. Sous la lumière du soleil, la grande nappe d'eau claire paraissait couverte de milliers d'éclats d'or. Après avoir traversé la ville de Sorel, le cheval, sous la conduite du survenant, s'est engagé dans le chemin de Saint-Ours. Tout à coup, les regards d'Angelina et du survenant ont été attirés par une roulotte abandonnée dans le champ. Un couple de bohémiens, avec des vêtements de couleur vive, se caressait au bord de la route. Angelina a rougi. « Regarde donc ces gitans. »
Quoi? Ils s'aiment? Justement, je comprends pas que... Que quoi? Qu'il y a des gens pour lesquels l'amour, c'est juste ça. Le regard soudain triste, le survenant a regardé ailleurs, en murmurant. Il faut jamais juger ce qu'on comprend pas. Il y en a que c'est juste ça, ils peuvent même pas l'avoir. Attristée à son tour par la tristesse du survenant, Angelina s'est tue. Ils ont continué ainsi, silencieux, côte à côte, si près qu'ils sentaient la chaleur de leurs bras à travers leurs vêtements, mais éloignés à des kilomètres par la pensée. Après la maison du gouverneur, ils ont tourné pour retourner au chenal. Devant le campement de Bohémiens, la jeune gitane, maintenant seule, a souri au survenant. De ses grands yeux verts, de ses dents blanches, de tout son corps, elle l'appelait. Sans un mot, il a mis les guides dans les mains d'Angelina et a sauté en bas de la voiture. Sans personne pour le guider, le cheval a mangé un bouquet de pissenlits sur le côté de la route, puis a avancé lentement. Non loin de là, une bohémienne lavait un bébé dans une cuve. Nu-pieds, à peine habillés, 2 enfants couraient après un chien jaune. 3 chevaux maigres, si maigres qu'on pouvait compter leurs côtes, regardaient la course sans bouger. L'œil fatigué, la mâchoire baveuse, ils bougeaient la queue seulement pour éloigner les mouches. Au cœur d'Angelina, le temps passait lentement. Les minutes avaient la durée des heures. Pourquoi le survenant passait-il tant de temps avec la bohémienne? Si la première passante pouvait, d'un regard, d'un sourire, retenir un homme, ce juste ça valait-il donc cher? À quoi servait alors à une fille d'être sage, dévouée et fidèle à son devoir? Angelina ne comprenait plus rien. Ce qu'elle avait toujours vu comme une honte, une pauvreté du corps, le survenant en parlait comme d'une richesse. Une richesse se créant par le partage avec un autre être, peut-être. Ses yeux s'ouvraient à la vie. Maintenant, la richesse lui apparaissait partout dans la nature. Elle se trouvait dans la fleur qui ouvre ses pétales, dans la joie d'un oiseau qui chante à l'aube sur la branche. Elle était dans les nuits où les loups solitaires appellent leurs compagnes. Mais pourquoi certains pouvaient-ils voir cette beauté et d'autres non? Des lois mystérieuses dont seul le Créateur avait le secret. Angelina a tourné la tête et a regardé le petit bois tout près. Mais en diagonale, elle pouvait voir le couple. Penchée sur le survenant, la bohémienne examinait sa main. Flatter la main du survenant, sa grande main en étoile, elle n'est pas gênée, a pensé Angelina, indignée. Mais quelle machine infernale s'avançait sur la route, dans un nuage de poussière et un bruit incroyable? Une automobile! Angelina a pris rapidement les guides. Trop tard cependant. Le cheval, apeuré, cherchait à s'enfuir. « Voyons, le blond !» Angelina ne savait plus comment le maîtriser. « Fais pas le fou, le blond, je t'en prie !» Allait-il se jeter dans le fossé? « Le blond !» Heureusement, le survenant est arrivé comme par magie. Il a pris le cheval à la bride et, de sa grande force, il l'a maîtrisé. L'étrange véhicule les a dépassés. Le cœur encore battant d'émotion, Angelina a regardé l'auto s'éloigner. Mais elle a seulement remarqué 2 femmes élégantes de dos, laissant flotter au vent de longues écharpes de soie bleue. Le survenant a repris sa place à côté d'Angelina, et ils se sont remis en route vers Sainte-Anne. « Tu sais pas la grande nouvelle? » a demandé Venant, tout excité. « Il y a un cirque qui vient à Sorène en fin de semaine. Ah, il va falloir que j'y aille. Un cirque, tu y penses pas? »
Un cirque. Le survenant a pensé à toute la parade qui viendrait. Des clowns tristes, un groupe de cow-boys, un nain et un géant, des écuyères sur des chevaux en colère, des éléphants à la queue leu-leu, un phoque savant, les singes, les lions, toute la jungle, le Far West, l'Asie, l'Afrique, le monde, le vaste monde, et puis la route. « C'est gratuit ?» a demandé Angelina. Le survenant s'est réveillé. Il revenait de loin et a laissé éclater un grand éclat de rire. Ah, la femme qui pense toujours à ses sous. Pour la première fois, Angelina n'a pas reconnu sur la bouche du survenant le grand rire clair qu'elle aimait tant et qui résonnait comme la cloche de Sainte-Anne. C'en était trop. Après l'intrusion de Bernadette Salvaille, les paroles de tristesse du survenant, la familiarité de la bohémienne et le passage de l'automobile, le mauvais rire l'a finalement bouleversée. Son cœur, lourd de chagrin, a commencé à pleurer. Elle a cherché à retenir ses larmes. Elles se sont d'abord posées au bord des cils, comme une bruine. Puis elles sont tombées sur ses lèvres, comme la pluie chaude de l'été. Puis par grosses gouttes sur ses mains, comme les orages de l'automne. Le survenant a été surpris de les voir tomber. « Tu pleures? Pourquoi tu pleures, Angelina? Pas par rapport à moi, hein, la noire? Je veux pas que tu verses une seule larme pour moi. Jamais! » De son mieux, Angelina a ravalé son chagrin et, courageuse, a répondu. « Ben non, je pleure pas. »« Voyons, la noire, j'ai arrêté juste le temps de me faire dire ma bonne aventure. Il faut pas penser que j'ai voulu te faire de la peine. Tu sais, la noire, dans le fond de mon cœur, je suis pas méchant. » On le sait jamais vraiment, a pensé malgré elle Angelina. Mais trop heureuse de saisir la première raison de pardonner au survenant, elle a soupiré. Je le sais bien trop. Puis, incapable de résister davantage à sa curiosité, elle a demandé sur un temps qu'elle voulait indifférent, mais qui, au fond, était plein d'anxiété. « Elle t'a dit quoi, la gitane? » Le survenant a hésité. Elle m'a dit que bientôt je ferais une longue route. Tu l'as pas cru au moins? Pour toute réponse, le survenant a haussé les épaules. Angelina a attendu dans l'espoir qu'il compléterait sa réponse par des mots. Vainement. Seul le son du sable sur la route s'est fait entendre. 3 petites tentes autour de la tente centrale, à peine plus grande. Quelques loups, un porc-épic, 2 ours bruns si sages qu'il semblait presque inutile de les tenir en cage, résumaient la fête foraine. Devant un grand oiseau en carton, un petit vieux, qui avait été clown dans sa jeunesse, criait. « Venez voir le grand pélican blanc qui a 36 dents! » Mais en voyant une jeune fille aux formes impressionnantes, il s'est interrompu, a levé les yeux au ciel, a soupiré et a dit « Oh, si j'étais pas marié! » Puis, sans prendre le temps de souffler, il a continué. « Seulement 10 cents pour voir de près le grand pélican blanc qui a 36 dents! » La foule a ri. Depuis le dimanche précédent, le survenant ne parlait que du cirque. Mécontent de l'acharnement avec lequel le survenant vantait des plaisirs superflus, Pierre Comte Provençal le lui avait reproché. « Tu dois être riche, grand Dieu des routes, pour toujours chercher à dépenser ton argent? »« Pas le sien, en tout cas, » avait remarqué Amable, content de voir Venant critiqué par le maire. « Ni le tien non plus, tu peux en être sûr, » a répondu le survenant, en sortant de ses poches plusieurs pièces. Amable a pensé que cet argent venait d'Angelina. Ah, la folle! Elle ne le reverrait jamais. Comme c'était samedi, jour de marché à Sorel,
La plupart des jeunes du chenal, Joinville Provençal et Amable Beauchemin parmi eux, avaient laissé les femmes au kiosque pour aller à la fête. Ils étaient à la fois déçus par la simplicité du cirque et remplis d'une joie inutile. Toute la semaine, ils s'étaient préparés à un bonheur extraordinaire. Maintenant, ils ne savaient pas comment utiliser cette émotion. Ils ont commencé à fumer la pipe, ensemble, regardant à droite et à gauche pour passer le temps. C'est le survenant qui a réussi à les défiger en leur montrant 2 lutteurs. « Aïe, regarde-moi ça! On dirait 2 chevaux! » Non loin, un homme, probablement leur gérant, a commencé à parler à la foule. « C'est le temps, les amis! Essayez votre force! Entrez! Par ici, messieurs, vous avez devant vous Louis l'Étrangleur, le champion de la France, qui arrive d'une tournée en Europe et en Espagne, le champion qui a battu le fameux boucher de Toulouse et le japonais Zatiasma de la Nouvelle-Zélande. 1 pièce de la minute à celui de vous qui ne sera pas accouché après 5 minutes de combat avec le meilleur lutteur de toute la province de Québec. »« Ah, bateau! C'est quelqu'un? C'est un homme? » a crié un spectateur en grande admiration. Mais un autre a répondu. « Attention, oublie pas que les gens de Sorel sont pas ben forts. » Boucher-Levard, le seul homme qui a battu Joe Montferrand, était de Sorel, a dit un vieux. Le lutteur, jusque-là silencieux, le front bas, les sourcils froncés, avait les bras croisés dans une attitude de fierté. Mais aux dernières remarques, il a riposté. « Il y en a 20 dans le monde qui disent qu'ils ont battu Montferrand, mais c'est pas prouvé. » En tout cas, a continué le vieux, Boucher-Levert, c'était un vrai homme. Je l'ai vu se battre contre un Irlandais sur la terre de Moïse Rajotte, un dimanche après-midi. J'étais petit gars, mais je m'en rappelle trop. C'est dommage que le bonhomme Soulière soit pas ici, a dit un autre. Lui qui pourrait lever un cheval, il battrait un autre homme fort. Puis, dis long, a commencé Joinville. Mais à la vue du survenant à ses côtés et au souvenir de la bataille du temps des fêtes, il s'est tu. « Venez-vous dans la tente ?» a proposé quelqu'un. « On y va !» a soudainement décidé Venant. Les autres l'ont suivi. Ils ont regardé l'homme fort battre 2 hommes en quelques secondes. Soudain, d'un saut, Venant est entré dans l'arène, un simple rond de sable. Il a enlevé son manteau, sa chemise et ses souliers. À la vue de la solide musculature du survenant, le gérant l'a averti. « Tout est permis, tous les coups. La direction du cirque n'est pas responsable des membres cassés, des côtes fêlées, ni d'aucune conséquence. Vous luttez à vos risques, compris? Si vous préférez vous retirer, il est encore temps, compris? » Peu impressionné, le survenant, qui semblait encore plus grand à moitié dénudé, a simplement répondu. « Compris. » L'athlète de cirque était redevenu calme et muet. Le cou court, les yeux sans vie, les muscles saillants. Il ressemblait à un buste de plâtre. À ses côtés, la blancheur presque féminine de la poitrine et des jambes du survenant contrastait. Il était l'image même de la vie. Le petit homme qui servait d'arbitre a frappé des mains. C'était le signal de départ. Après l'accolade classique, les lutteurs ont échangé quelques coups pour mesurer la force de l'autre. Ils tournaient autour de l'arène, comme suivant une chorégraphie. Hypnotisés, les spectateurs suivaient le spectacle. Amable était partagé entre son antipathie pour le survenant et une inconsciente solidarité. Venant appartenait à la maison, et le résultat du combat serait l'honneur ou le déshonneur des Beauchemins. Une grande impatience a envahi la foule. Qu'attendait-il pour attaquer? « Allez, survenant, frappe-le !
Le champion de la France a pris soudainement le poignet de Venant. Mais d'un vif tour de bras, il s'est libéré. « Je connais ta technique. » Au même instant, le gérant a écrasé de toutes ses forces le pied de Venant et lui a donné un coup de genou au ventre. Plié en deux, Venant est tombé. Le lutteur, les yeux brillants devant la victoire prochaine, a pris son élan pour se jeter sur Venant. Mais comme des ressorts, les jambes de Venant ont sauté et il a poussé l'adversaire au sol en se remettant debout. Il était faible, mais les applaudissements lui ont redonné de l'énergie. L'arbitre a voulu le disqualifier, mais le public a protesté. « Tout est permis, c'est toi qui l'as dit. Si la bataille continue pas, on détruit la tente. » Le combat a recommencé. Les deux hommes se sentaient presque d'égale force, et on ne pouvait pas distinguer les bras et les jambes des lutteurs. « Mais il est bien fort, ce maudit-là, » a avoué l'ancien, qui vantait tantôt boucher le verre. Au bout de 3 minutes, le survenant était encore debout. 4 minutes. Soudain, un cri est parti de l'assistance. « Surveille ta gauche, survenant !» Les ennemis tentaient mutuellement de s'assommer. À moitié suffoqué, Venant s'est dégagé d'une prise de tête. Pour reprendre son souffle, il s'est éloigné d'1 mètre ou 2. « Au combat! Au combat !» a commandé l'arbitre, espérant que son lutteur assommerait bientôt ce paysan téméraire, qui non seulement pouvait détruire la réputation du champion de la France, mais à qui, en plus, il devrait tout l'argent ramassé pendant la journée. En se rapprochant, Venant a prévenu l'étrangleur. « Fais attention, je vais me venger. »« Venge-toi. »« Frappe dessus. Vas-y !» Les cris volaient de partout. 5 minutes. Puis 6. Le survenant restait debout. Plus ou moins solide, mais les épaules toujours loin du sol. Au bout de 10 minutes, il a demandé l'arrêt du combat. Tous l'ont applaudi plus fort que jamais, même ceux qui ne le connaissaient pas. « Hourra pour le survenant !»« Comment il s'appelle ?» a demandé quelqu'un à Joinville-Provençal. « Le venant à Beauchemin, du Chenal du Moine. » Amable a entendu, mais n'a pas protesté. L'ancien voulait encore parler. « Bouchez le verre, lui !» Personne ne l'écoutait. Encore étourdi, le survenant saignait du nez et il avait le visage enflé. Mais il a secoué la tête et a souri. L'argent en poche, il est sorti de la tente, la tête haute. « J'aurais pu tenir une bonne demi-heure, mais je trouvais que c'était assez d'argent pour qu'on puisse tous prendre un bon coup. Allez les gars, à l'hôtel! » Ah, ce survenant, un vrai coq! L'argent dépensé, le survenant avait encore soif. Il voulait boire plus. « Les amis, » a-t-il dit, sérieux, « vous avez bu avec l'argent du plus pauvre du Chenal. Il faut maintenant boire avec l'argent du plus riche. » Les yeux se sont tournés vers Joinville, qui a rougi. Il n'avait pas un sou en poche. Tout le monde l'a regardé supplier l'hôtelier de lui accorder du crédit. Seul le survenant ne s'en est pas rendu compte, occupé à regarder les passants dans la rue. Derrière le comptoir, au milieu d'un grand nombre de bouteilles, l'hôtelier a refusé. Pourquoi ferait-il crédit à des habitants du Chenal du Moine, quand les patrons des plus grandes compagnies étaient ses clients? En effet, 3 Écossais l'appelaient à l'autre bout du comptoir. « One gin » a dit l'un. « One scotch » a demandé l'autre. Le 3e a hésité, puis a commandé. « Same thing » L'aubergiste,
qui ne comprenait pas un mot d'anglais, a servi les 2 premiers. Arrivé au 3e, il a poussé plusieurs bouteilles devant lui et a dit « Choisissez !» Très près, le survenant a demandé tout à coup à Joinville. « Un gros marché, Provençal? »« Un gros marché? » C'était la première fois que le jeune Provençal buvait de l'alcool. Ses idées n'étaient pas claires. Un gros marché? Soudain, il a pensé à l'argent qu'il avait fait au marché le matin même, à l'intérieur de son veston. Quoi? L'argent que les Provençals mettaient normalement en commun? Lançant les billets comme un fou, il a crié « La traite! La traite pour tout le monde dans l'hôtel! » « Une traite générale! » a approuvé l'hôtelier, impressionné par l'argent. Même s'il participait à chaque traite générale, l'hôtelier ne s'enivrait jamais. Il avait la réputation d'être un excellent buveur, une réputation qui l'encourageait. « Plus je bois, moins je suis chaud !» disait-il, alors qu'il buvait directement dans une bouteille étiquetée « gin spécial ». En fait, elle ne contenait que de l'eau. Le survenant a donné de grandes claques dans le dos de Joinville. « T'es super, Provençal! T'es vraiment super! »« C'est ça, » a dit Amable. « Fais-lui des compliments, maintenant que tu lui as fait dépenser l'argent du marché. »« Écoute pas, mon Provençal, je vais t'apprendre à regagner le double. Tes poules, si tu veux qu'elles pondent l'hiver prochain... » Amable est intervenu. « Hey, survenant, dis pas tes secrets, on te garde, nous autres. » Venant a éclaté de rire. « Tu me gardes, toi? Toi? » Mais il s'est arrêté. Debout contre le mur, d'une voix rêveuse, il a dit « Ce qu'on donne à Amable, c'est jamais perdu. Ce qu'on donne à un autre nous le remet. Et souvent, au moment où on s'attend à rien. J'ai connu un matelot qui jetait à chaque jour une tranche de pain à l'eau. Il disait qu'un jour, c'était un goéland qui lui avait sauvé la vie. Ah, never mind. » Joinville Provençal pleurait à chaudes larmes. « Maudit que c'est beau ce que tu dis là, survenant. Parle encore. Recommence ce que tu viens de dire. J'ai pas tout compris. Recommence. Le matelot, le goéland, la tranche de pain, là. » Après avoir essayé de ramener Joinville, Amable a laissé les 2 hommes à leurs émotions. Et avec les autres, il a repris le chemin du chenal. Dès la première lumière, le lendemain, Angelina s'est levée. Incapable de rester à ne rien faire, elle a préparé la nourriture pour les poules et l'a apportée au poulailler. Au retour, malgré la fraîcheur de l'air, elle est restée dans le jardin. Le ciel chassait les ombres de la nuit. Quelques étoiles étaient encore visibles, mais le soleil allait bientôt paraître. Normalement, Angelina ne prenait pas le temps, le matin, d'observer autour d'elle. Mais en levant les yeux, elle est restée éblouie par le ciel. Les couleurs sombres se promenaient, tantôt verticalement, tantôt horizontalement. C'était comme un morceau de soie qui reflétait la lumière. Mais soudain, le soleil est apparu. En même temps, près d'une grange basse, le coq, de son chant quotidien, a annoncé la victoire du jour sur la nuit. « Que la journée sera belle !» a pensé Angelina en avançant sur la route. Un vent léger soufflait. Les feuilles, qui avaient depuis peu atteint leur taille complète, bougeaient lentement et assuraient une ombre sur le chemin. Un papillon volait près du sol, se posant de temps en temps sur des fleurs des champs. Angelina a sursauté. Au milieu d'herbes hautes,
elle a vu une grande tache rouge. Sur le bord du fossé, un homme dormait, couché à plat ventre, une bouteille collée à sa joue. Le manteau du survenant? Impossible d'en douter. Elle l'aurait reconnu parmi 100 autres. Alors le survenant avait recommencé à boire. Quel malheur, quelle misère! Et surtout, que personne ne le sache. Doucement, elle s'est approchée de l'homme et s'est penchée vers lui. Son cœur a bondi d'étonnement. Au lieu du survenant, c'était Joinville Provençal, qui était couché là, inconscient, encore à moitié ivre. Joinville Provençal! Oh mon Dieu! Mais sans réfléchir au fait qu'il portait le manteau du survenant, elle a pensé aussitôt. C'est celui qui l'a fait boire qui est coupable. Chapitre 16. Dis-nous, le survenant, elle est comment, la blonde du père Didas? Tu la connais, toi? Raconte-nous ça. Le cœur d'Alphonsine a bondi. L'instant d'avant, elle se sentait heureuse de voir leurs voisins de nouveau réunis dans la maison. Septembre et les premières grandes pluies allaient donc redonner au soir d'automne le rythme familier de l'année précédente? Dommage que mon beau-père dorme à la chasse, lui qui aime tant la compagnie, avait-elle dit en accueillant les visiteurs. Ce qu'elle avait pensé être un hasard ne l'était pas. Les gens étaient donc au courant des amours de Didas Beauchemin. Les hommes souriaient sur leurs chaises, curieux d'en apprendre plus. Les femmes, sauf Angelina, se montraient désintéressées, occupées à enlever un grain de poussière de leur jupe ou à regarder le plafond. Alphonsine a cherché le regard de Venant pour qu'il se taise, mais avant de réussir, Amable, d'une voix forte et sûre, a ordonné. « Parle, survenant. Ce que t'as à dire, dis-le. » Venant, normalement si bavard, a mis du temps à répondre. C'est pas facile à dire. Il a fumé sa pipe quelques secondes, puis a repris. Si vous voulez parler de la Cayenne, de son vrai nom Blanche Varrieur, d'abord, elle est veuve. Elle est blonde, presque rousse. Pas ben belle, et pourtant très agréable à regarder. La peau blanche comme du lait et les joues bien rouges. Elle est quand même pas si pire, a dit un homme tout près. C'est pas tant la beauté, comme je vous disais tantôt, mais elle a une grande douceur dans le regard. Ses yeux changent comme de l'eau de la rivière, tantôt gris, tantôt vert, tantôt bleu. On cherche longtemps avant d'en trouver la couleur. « Est-ce qu'elle est de bonne taille? » a demandé la femme de Jacob Salvaille. « Sûrement qu'elle n'est pas maigre comme moi, si elle fait tourner la tête aux hommes. » Venant a souri. « Pour parler franchement, à comparer à vous, madame Salvaille, elle est énorme. »« Si grasse? » a demandé l'un. « Mais elle doit avoir de l'âge? » a demandé Angelina, jalouse, elle si mince, si noire, à l'évocation de tant de blondeur et tant de chair. Elle doit, mais c'est comme si elle était une jeunesse. Quand elle rit, c'est bien simple, elle séduit tous les hommes. Je vois qu'elle t'a séduit aussi, a remarqué tristement l'infirme. Quoi? Pas plus moi qu'un autre? Vous me demandez mon avis? Je vous le donne honnêtement. En tout cas, a-t-il conclu, c'est une bonne femme pour réchauffer un vieux. T'as pas honte? Lui a reproché Angelina. La grande Laure Provençal a dit, de sa voix aiguë, « Faites pas confiance à la rougette! Faites-lui pas confiance! T'entends, Amable? »« Vous aimez pas ça, une rougette, la mère? » a demandé le survenant. « Mais d'où elle sort pour qu'on l'appelle la Cayenne? » a demandé un autre. « Ah, elle vient d'en bas de Québec, de quelque part dans le Golfe. »« Qu'elle reste donc dans son pays. » Venant s'est fâché. « Vous dites n'importe quoi.
Une étrangère, c'est une méchante parce qu'elle n'est pas du pays? Soudainement, il a senti le besoin d'éloigner sa chaise du rond familial. Pendant 1 an, il avait partagé leur vie, mais il n'était pas des leurs. Il ne le serait jamais. Même sa voix a changé, plus grave, plus distante, quand il a commencé. Vous autres... Automatiquement, les chaises se sont légèrement éloignées les unes des autres. Vous autres, vous savez pas ce que c'est d'aimer voir du pays, de se lever avec le jour un beau matin pour partir seul, le pas léger avec toutes nos possessions sur le dos. Non, vous préférez piétiner toujours à la même place, sur vos petites terres en rangée. Sainte-Bénite, vous aurez donc rien vu de votre vivant? Si un oiseau un peu différent passe, vous restez impressionné pendant des années. Vous parlez encore du bucéphale, oui, celui que le père Didas avait tué il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous feriez si vous voyiez s'avancer par milliers les oies sauvages, blanches, bruyantes, comme une tempête de neige? Quand elles voyagent sur des kilomètres et qu'avec un coup de fusil, vous réussissez à en faire tomber une. 10, 12 livres, ça c'est un oiseau. Si vous saviez ce que c'est de voir du pays... Il était ivre, ivre de distance, ivre de départ. Une fois de plus, il rêvait de grands espaces, d'horizons, de lointains inconnus. Comme son regard, pendant qu'il parlait, était fixé sur la porte, tous ont suivi son exemple et l'ont regardé. Une porte grise, massive et basse, qui donnait sur les champs, si basse que les plus grands devaient baisser la tête pour entrer. Ils l'avaient passée tant de fois, et tant d'autres l'avaient passée avant eux. Et la poignée centenaire, froide et usée, qui avait vu toutes sortes de mains. Tout ce qu'on avait à voir, survenant, on l'a vu, a répondu fièrement Pierre Combe Provençal. Dégrisés, Venant regardait un à un, comme s'il les voyait pour la première fois. Pierre Combe Provençal, ses 4 garçons, sa femme et ses filles, la famille Salvaille, Alphonsine et Amable, puis les autres, même Angelina. Ceux du Chenal ne comprenaient donc pas qu'il avait un véritable respect pour la maison, qu'il était parti de la sienne parce qu'il était incapable de supporter les contraintes. De jour en jour, pour chacun d'eux, il devenait davantage le Venant à Beauchemin. Au cirque, Amable n'avait même pas protesté. Le père Didas le considérait comme un fils. L'amitié mécontente d'Alphonsine l'accompagnait chaque jour. Yeux ronds le suivait mieux que le maître. Pour tout le monde, il faisait partie de la maison. Mais un jour, la route l'appellerait. Pendant un bout de temps, personne n'a osé parler. Personne n'osait affronter le survenant, sa force étant bien connue. Mais lui lisait leurs pensées comme dans un livre ouvert. Il croyait les entendre dire « Chante, Baumel, chante toujours tes chansons. Tu vas mourir comme un chien, Falvent. Grand Dieu des routes! » Le survenant, la tête haute, leur a dit « Moi, quand je serai arrivé à la fin de mon règne, vous ne me trouverez pas au fond d'un fossé ou en cabané. Cherchez plutôt sur la route, au grand soleil. Je serai là, les yeux au ciel, fier comme un roi de repartir voir un dernier pays. » « Pour une fois, survenant, t'as repris la bonne route, lui a répondu Jacob Salvaille. Heureux de se détendre, ils ont ri de bon cœur. Mais ils ont arrêté quand Venant a commencé à fredonner en regardant Angelina. Plus pâle qu'une morte, remplie d'une tristesse infinie, elle l'a écouté chanter la chanson de son cœur. Et là-haut là-bas, sur ces montagnes, là-haut là-bas, sur ces montagnes, il y avait les moutons blancs
viens-t'en la belle rose. Il y avait les moutons blancs, la belle rose du printemps. Et la bergère, celle qui les garde, la bergère, celle qui les garde, elle n'a pas de prétendant. Viens-t'en la belle rose, elle n'a pas de prétendant, la belle rose du printemps. Il n'a pas continué. Le visage dans le creux du coude, il semblait pleurer. Quand il a relevé la tête, une larme au coin de l'œil, il a éclaté de rire, de sorte qu'on ne savait pas s'il avait ri ou pleuré. Angelina, la première, a parlé de partir. Alphonsine n'a pas essayé de la retenir. Elle avait hâte de se retrouver seule avec Amable. Un profond secret les unissait depuis quelque temps. Alphonsine attendait un enfant. Amable avait voulu annoncer la nouvelle à son père, mais la jeune femme avait refusé. « Non, non, je t'en prie, gardons ça pour nous deux. Les autres le sauront bien assez vite. » Devant la grande gêne d'Alphonsine, il avait accepté de se taire. Alphonsine a dit à Angelina: « Attends, je vais allumer la lumière dehors. »« Non, allume pas, » a demandé l'infirme. « Il fait assez clair. » Angelina ne voulait pas marcher à la grande clarté aux yeux du survenant. Pas de lumière. Qu'il ne voie pas sa peau terne, son corps chétif et ses cheveux morts. Une distance de 20 pas séparait sa chaise de la porte. Elle l'a traversée doucement, en essayant de faire le moins de bruit possible. Arrivée à la porte, Venant lui a demandé: « T'as pas peur, au moins, belle bergère? »« Peur? Personne s'essayerait sur moi, » a-t-elle répondu tristement en sortant. Dès qu'elle a été dehors, le survenant a couru la rejoindre. Les autres ont quitté peu après. Après le départ du dernier, Alphonsine a poussé un soupir de soulagement. Amable ne bougeait pas. Son regard était fixe et dur. Elle lui a dit, pour le rassurer: « Reprends courage, mon vieux, ça va passer. » Amable a donné un grand coup de poing sur la table. « Si c'était la vérité, ah, malheur à elle, la maudite. »« Angelina !» Aucune voix n'a répondu au survenant. Mais à l'intersection, il a aperçu une ombre. « Je t'attendais, » a dit simplement Angelina. Elle ne pleurait pas. Dans sa voix, calme et basse, on pouvait entendre l'espoir, mais aussi l'acceptation. « Je t'attendais pour te parler cœur à cœur. Il faut que tu me parles, survenant. Tu vas pas bien. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais sans le vouloir? » « Mais non, la Noire, j'ai pas de raison d'être angoissée. »« Pourquoi donc t'es plus le même homme qu'avant? »« Mais non. »« Essaye pas de nier. Ta voix sonnait étrange tout à l'heure quand tu parlais. As-tu une peine, quelques problèmes que tu cherches à me cacher? » Le survenant est resté en silence. Le cœur d'Angelina s'est serré. Bientôt, il lui arriverait malheur. Elle le savait, elle le sentait. Si tu t'ennuies, dis-le. Garde pas ça en toi, c'est mauvais. Depuis un certain temps, j'ai l'idée de remplacer l'harmonium à la maison par un piano. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Pauvre Angelina, prête à tous les sacrifices pour lui. Et ce n'était pas assez. Elle est allée chercher dans son cœur d'or pour offrir de nouveau. As-tu besoin d'argent? Je pourrais encore t'emprunter et tu nous le remettras quand tu pourras. Tu nous as tellement aidés tout l'été qu'on me doit ça, il me semble. Puis, je voulais t'apprendre que mon père est prêt à passer la terre à mon nom.
Elle est déjà toute payée, tu sais. Et sans être riche, on a des moyens. Celui qui me prendra pour femme ne pourra pas se plaindre. La femme qui m'aura, a réfléchi le survenant, pourra jamais dire la même chose de moi. Toutes mes possessions sont sur mon dos. Dis pas ça, survenant. T'as du cœur et t'es travaillant. Quand on est vraiment mari et femme, on met tout en commun. Ils allaient lentement au milieu de la route, sans faire attention aux flaques d'eau. La petite bruine pénétrait leurs vêtements. Angelina grelottait. Elle tremblait comme une feuille. « Rentre vite à la maison, Angelina. Tu vas tomber malade. » Mais elle a mis ses 2 mains sur les épaules du survenant. D'une voix suppliante et humble, elle a commencé. « Si tu voulais, survenant... » Tendrement, il a pris les mains qui s'accrochaient à lui et y a mis son visage. D'un geste brusque, il s'est libéré et d'une voix faible, il a dit « Tente-moi pas, Angelina, c'est mieux. » Avec de grands pas, il est parti dans la nuit noire. Chapitre 17. Le lendemain matin, Didas est revenu de son voyage de chasse. Dans son canot, il regardait les demeures qui longeaient la rivière. Il s'est arrêté un moment. On pouvait entendre le sifflet des chantiers maritimes à Sorel, qui annonçait le début d'une nouvelle journée de travail. 7 heures. Toute la longue nuit, Didas l'avait passée sans tirer un coup de fusil. Une chouette avait effrayé les canards à plusieurs reprises, empêchant Didas de réaliser une bonne chasse. Maintenant épuisé et affamé, il avait hâte d'arriver à la maison. Soudain, Didas a repensé au temps où sa femme vivait. Dès qu'elle le voyait arriver, Mathilde courait sur le quai pour l'aider. À la maison, un grand repas l'attendait toujours. Du lard doré, des œufs en quantité, avec du thé fort, brûlant. Rien de tiède. Et dans le lit, elle lui gardait sa place, encore toute chaude, pour son somme d'après le déjeuner. Ah, la vraie femme qu'il avait! Et dire que maintenant, dans sa maison... Mais quoi? Pas de fumée sortant de la cheminée? Et des animaux dans le jardin? Didas s'est inquiété. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Un air lourd l'a accueilli dans la cuisine. Le poêle était mort. Et, dans la chambre voisine, Alphonsine et Amable dormaient toujours. Didas s'est fâché. « Levez-vous, bande d'idiots! Venez m'aider à chercher les vaches! Les animaux sont en train de tout manger! Il ne nous restera plus rien! Oh donc, survenant! Lève, Amable! Oust là, yeux ronds! » Il a cherché le chien pour l'envoyer chercher les vaches, mais en vain. « Ouais, un bon chien, ça? Je vais t'apprendre à te conduire comme du monde, chien, femme! » Alphonsine, très énervée, a dit à Amable qui traînait encore au lit. « Lève-toi vite, je t'en prie! » Mais Amable a pris son temps. 2, 3 vaches dans le champ, c'est pas la fin du monde. Didas a eu le temps de rassembler les animaux avant qu'Amable finisse de s'habiller. Un peu calmé, il a demandé. « Lequel de vous 3 a laissé la barrière ouverte hier soir? »« Pas moi, » a répondu Amable. « Ça doit être le survenant, il est rentré le dernier. »« Est-ce que c'est toi, survenant? » a demandé Didas au pied de l'escalier. Il a attendu en vain la réponse. « Je me demande bien ce qu'il fait si tard au lit, celui-là, ce matin. C'est pourtant pas son habitude. » Après quelques minutes, il s'est impatienté. « S'il faut que j'aille le tirer du lit à cette heure-là, c'est bien le comble. »« Laissez faire, je vais monter à votre place, » a dit Alphonsine en commençant à monter l'escalier. Mais arrivée à la dernière marche, elle s'est arrêtée. Le lit était là, mais personne n'y avait couché.
Les vêtements et le sac du survenant n'étaient plus là. « Le survenant est parti! » En montant les escaliers, Didas a répété. « Ça se peut pas! Ça se peut pas! » Alphonsine criait. « Oui, oui, il est parti! » Parti le survenant, sans un mot, sans un signe, sans un geste de la main. Encore essoufflée d'être montée si vite, Alphonsine s'est fâchée. « Un vrai sauvage, quoi! Ces survenants-là sont pas du monde. Ils arrivent sans prévenir. Ils repartent de même. C'est pire que les chiens errants. Celui-là est allé chercher son pain ailleurs, et après lui, ce sera le tour d'une autre, j'imagine. » 2 fois blessée dans ses sentiments, par le départ du survenant et par l'allusion à Blanche Barrière, Didas l'a avertie. « Fais bien attention, ma fille. Pas seulement à ce que tu vas dire, mais aussi à ce que tu peux penser. » En repoussant du pied le matelas qui avait accueilli le survenant, il a ajouté. « Alphonsine Beauchemin, occupe-toi de nettoyer ça et de bien tenir la maison. C'est tout ce que je te demande. » Alphonsine s'est sentie rougir, à la honte de ne pas être une bonne femme de maison, et à la fierté de se faire donner le nom de Beauchemin qu'on ne lui donnait jamais. Peut-être savait-il qu'elle attendait un enfant? Pendant un moment, elle a oublié le départ du survenant, pour ne penser qu'à l'enfant en elle, un garçon sûrement. Quand elle aurait donné à la famille un Didas de plus, elle ferait vraiment partie de la famille Beauchemin. Plusieurs jours ont passé, et ni Venant ni Zioron n'a réapparu au Chenal du Moine. « J'ai toujours dit qu'ils allaient bien ensemble, » a dit Amable, qui trouvait la chose drôle. Il a bien fallu admettre que le survenant était parti pour de bon. Plusieurs jeunes ont raconté qu'ils avaient ainsi perdu pas mal d'argent. Angelina a reçu le coup en plein cœur, mais sans une plainte. Tous ont été étonnés de la voir réagir sereinement. Un matin, son père est parti au nord visiter sa famille. Alors elle s'est maquillée et a mis sa bonne robe. Puis, elle s'est mise en chemin pour rembourser toutes les dettes de Venant. Et sa peine pouvait attendre. Personne ne la lui prendrait. Elle l'a laissée chez elle, certaine de la retrouver au retour. Mais lui, le survenant, que son nom reste intact. Elle ne laisserait pas les autres salir l'image de l'homme qu'elle aimait. À petits pas, elle arrivait aux maisons. Bernadette Salvaille ne pardonnait pas à Angelina, un laideron, d'avoir obtenu du survenant l'amitié qu'il lui avait refusée à elle, belle comme une image. Toutefois, à la vue de l'infirme offrant encore ses sous pour celui qui l'avait abandonné, elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir de la pitié. Angelina parlait. Elle parlait de choses qui n'avaient pas de sens. Pour un rien, elle riait. Puis, soudain, au milieu d'une phrase, elle s'arrêtait. « À propos, disait-elle, est-ce que le survenant vous a emprunté quelque chose? Je passe, parce qu'il m'a laissé la tâche de régler ses dettes. » Elle payait exactement ce qu'il devait. Même à plusieurs endroits, elle donnait le compte rond, ajoutant quelques sous. « Prenez, prenez, disait-elle d'un air détaché. Voyons, c'est son argent à lui. » Mais si elle avait pu leur lancer l'argent à la face, mon doux, elle l'aurait fait. Mais non, Pierre Combe Provençal le saurait. Ainsi, elle les empêcherait de parler. Arrivée à la dernière maison, elle a fait demi-tour. La pluie tombait. La pauvre boiteuse faisait vraiment pitié, le bas de sa bonne robe couvert de boue, traînant sa jambe faible avec difficulté. Ses immenses yeux noirs créaient 2 grands trous dans son visage, et l'eau de pluie se mélangeait avec les larmes sur ses joues blanches. Ah, les beaux gars du Chenal du Moine pouvaient maintenant la traiter d'avare ou de boiteuse, et rire d'elle s'ils le voulaient. Mais personne au Chenal du Moine, non personne, n'avait le droit de parler en mal du survenant. Après avoir racheté l'honneur du survenant, elle s'est enfermée seule avec sa peine dans la maison. La nuit, le jour,
Elle ne faisait rien d'autre qu'observer la route. Elle pleurait tellement que ses yeux brûlaient. Après avoir frappé plusieurs fois à la porte, les voisins ont commencé à s'inquiéter de ne pas voir de fumée à la cheminée, même à l'heure des repas, ni de vêtements à sécher sur la corde à linge. Le matin du 4e jour, Alphonsine a dit à Didas: « Il faudrait aller le dire à Marie-Amanda, sa meilleure amie. Après tout, on est les premiers voisins de David Desmarais. » Le soir même, Marie-Amanda est arrivée au chenal. Marie-Amanda ne savait pas seulement cuisiner, bien tenir une maison et élever une famille. Marie-Amanda était semblable à un phare. Haute, lumineuse et fidèle, elle se tenait au milieu des tempêtes pour indiquer à chacun la bonne route. En entrant, elle ne disait pas « Mon enfant est malade. La récolte nous inquiète. L'hiver me fait peur. » Non, à la porte, elle demandait « Vous avez besoin de moi ?» En la voyant, Angelina a commencé à pleurer encore plus. Marie-Amanda l'a tenue serrée contre elle, la berçant tendrement, comme si elle avait pris soin d'un enfant malade. Sous le contact plus maternel qu'amical, l'infirme s'est calmée peu à peu, puis a recommencé à pleurer silencieusement. « Venant, c'est le mien !» a-t-elle crié soudainement. « Et il est parti. Je le reverrai plus. Je me serais arraché le cœur pour lui. Une bouchée de pain sur le coin de la table. J'en aurais eu assez, tant qu'il était proche. Je demandais rien pourtant, juste de le voir me regarder de temps en temps. » Marie-Amanda pleurait à son tour. De sa robe, elle a pris un large mouchoir blanc et a essuyé son beau visage, normalement si calme et maintenant rempli de larmes. « Écoute, Angelina. » Elle a parlé longtemps, essayant, de ses paroles patientes et sages, de libérer le cœur de l'infirme. Mais celle-ci ne voulait pas écouter. « On voit bien que tu n'as jamais connu de peine d'amour. » « Tu penses ça? Dans le temps où mon lodger naviguait, j'imaginais qu'il ne reviendrait jamais à la maison. Souvent, il restait des semaines et des semaines sans répondre à mes lettres. Les soirs où je me suis couchée angoissée, je ne peux pas les compter. Dans ce temps-là, je priais sans arrêt. Et souvent, ce qui m'avait semblé énorme le soir me semblait petit le lendemain matin. Seulement, il faut prier et se raisonner. Me raisonner pour oublier le survenant? Jamais. Non, pour arrêter d'avoir de la peine. Tu penseras encore à lui, mais d'une meilleure manière. Ah, s'il avait voulu, je l'aurais suivi pas à pas, comme son ombre, comme Zuron. Avant de connaître le survenant, t'avais ta maison, tes fleurs. Tu les as encore. De plus, pendant 1 an, il t'a donné son cœur. Il t'a pas appauvri, t'as rien à regretter, et tu regrettes tout. Sois plus raisonnable que ça. Les yeux d'Angelina ont regardé durement son ami. Le survenant s'est toujours conduit avec moi en vrai, monsieur. S'il avait agi autrement, je te le dis bien honnêtement, je sais pas si j'aurais refusé. Je veux pas dire ça, Angelina, a répondu Marie-Amanda tristement. Le survenant, appauvrir Angelina. Marie-Amanda devait être folle pour penser des choses comme ça. Il avait appris à Angelina à reconnaître la beauté de la terre, lui qui parlait des fleurs, comme de personnes qu'il connaissait. Et à Pâques, le cornet de bonbons qu'il lui avait donné en cadeau. Mais sa peine était omniprésente. Après un bref silence, l'infirme a demandé doucement. « Marie-Amanda, penses-tu, si je partais à sa recherche, que je réussirais à le ramener? » Marie-Amanda a hésité. Elle ne voulait pas lui donner d'espoir. « Peut-être que tu le ramènerais, mais tôt ou tard il repartirait, et tout serait à recommencer. Même si tu l'attachais, tu le verrais chaque jour, ennuyé, le cœur ailleurs, pauvre Angelina. Tu le perdrais encore plus. Si sa volonté est d'aller seul sur les routes, laisse-le aller. Même si son bonheur c'est de choisir une autre femme, laisse-lui son bonheur.
Sinon, tu l'aimes pas d'amour. Aimer, c'est pas attendre quelque chose de l'autre, c'est lui donner ce qu'on a de meilleur. Abandonne-le, Angelina. Sinon, tu seras jamais tranquille. Je peux pas comprendre pourquoi. Cherche pas à comprendre. Plus tard, tu comprendras. De la peine, ma fille, ça meurt comme de la joie. Tout finit par mourir. Depuis 8 jours, t'es là, sans vie, comme une plante morte. Ton père va bientôt revenir. Il faut pas qu'il te voie comme ça. Relève-toi. Au rappel de son père, Angelina s'est raidie. Les yeux secs, elle est sortie de la maison. Marie-Amanda, inquiète, la regardait faire. Elle a soufflé 2, 3 fois sur la flamme de la lampe extérieure. Celle-ci a bougé à droite, à gauche, comme si elle ne voulait pas mourir. Alors Angelina a écrasé la mèche allumée avec ses doigts. Ensuite, elle est retournée s'asseoir près de Marie-Amanda. Là, le visage dans ses mains veineuses et presque transparentes, elle a soupiré. Son destin, elle l'acceptait. Son sacrifice, elle l'assumait. Le passant qui, un soir d'automne, avait cogné à la porte des beaux chemins, pouvait repartir tranquille. Dans un geste de résignation, les mains de la pauvre fille se sont ouvertes, comme pour libérer un oiseau captif. Quand elle a parlé de nouveau du survenant, c'était comme si elle parlait d'une personne qui venait de mourir. Il y avait ses défauts, c'est vrai, il fêtait parfois. Et s'il éprouvait pas plus de sentiments pour moi, c'est pas sa faute. J'ai pas réussi à me faire aimer. Mais je veux quand même lui donner ça. Il m'a jamais appelée boiteuse. Un pâle sourire a éclairé le visage de l'infirme en larmes, comme le ciel après un jour de pluie. « Ah, il y avait ses qualités !» a admis Marie-Amanda. « Il était toujours de bonne humeur. Et franchement, il était beau à voir. Si droit, si travaillant et bien poli. Et cette façon de marcher qu'il avait. Et sa façon de chanter. Et toujours la tête haute, le sourire aux lèvres. Le grand rire clair. Toujours, quand la cloche de Sainte-Anne sonnerait, Angelina entendrait le grand rire résonner sur les routes. Elle a pensé. J'espère qu'il va trouver quelqu'un pour prendre soin de lui. Les larmes ont de nouveau apparu à ses yeux. Marie-Amanda a cherché un moyen de lui changer les idées. Il faudra que tu viennes passer quelque temps avec moi à l'île de Grâce. Ça te changera les idées. Tu verras comme les enfants ont grandi. Jamais, à partir d'aujourd'hui, je m'éloignerai de la maison. Marie-Amanda n'a pas insisté. « Sais-tu qu'il fait pas chaud dans ta maison? » lui a-t-elle dit. « Si tu veux, je vais aller chercher quelques bûches et j'allumerai un bon feu. » L'infirme a refusé. « Fais pas ça. Il y a une manière de mettre le bois dans le poêle. J'allumerai tantôt. » Marie-Amanda a souri, rassurée. Son amie reprenait de l'énergie. Elle redevenait la maîtresse de maison qu'elle était autrefois. « Dans ce cas-là, viens te chauffer chez nous. Mon père est là. » Je pourrai jamais les regarder en face. « Il faut que tu recommences tout de suite. Profites-en pendant que je suis ici. » Angelina a accepté d'aller chez Didas Beauchemin. Mais à peine rentrée, elle a recommencé à pleurer. « Voyons, voyons, » a dit Didas, presque aussi ému qu'elle. « On sait pas. Peut-être bien que le survenant est allé à Montréal et qu'il va nous revenir avec plein de nouvelles à raconter. Tu sais qu'il parle bien. Peut-être bien aussi qu'il est parti visiter sa famille pendant quelque temps. D'après moi, c'est le fils d'un gros habitant. Il en sait beaucoup sur la terre. » Alphonsine s'est demandé. « Je sais pas si une femme aurait pu le retenir. »« Ah !» a interrompu Amable. « Un homme qui a une passion pour l'alcool, ça se contrôle pas. » « Si j'avais été sa mère, je l'aurais mieux éduqué quand il était petit, » s'est exclamée Alphonsine. Le père Didas, surpris d'entendre la bru parler ainsi, s'est retourné pour mieux la regarder. Alphonsine a rougi.
Non, le beau-père ne savait pas qu'elle attendait un enfant. S'il l'avait su, son regard n'aurait pas été aussi sévère. Angelina en a eu assez. Didas est sortie après elle. Marie-Amanda a essayé de l'empêcher de la suivre. « Laissez-la seule, mon père. Elle doit vivre sa peine. » Marie-Amanda et Alphonsine se sont assises, pensives, près du poêle. Amable, le premier, a rompu le silence. Il a dit: « Ah, bientôt elle pensera plus. »« Voyons, Amable, c'est pas dans tes habitudes. »« Non, mais vous pensez pas que c'est exagéré d'avoir autant de peine pour un passant? »« On dirait que t'es fâchée contre le survenant, » a remarqué Marie-Amanda. « Pas vraiment. Mais je la trouve folle de verser des larmes pour un homme qui prenait son argent et qui allait le boire. Et les mensonges qu'il lui disait après. »« Ce que tu dis là, Amable, je le crois pas, » a dit Marie-Amanda. « Mais si c'est la vérité, il devait se sentir tellement misérable, tellement honteux, qu'il avait déjà sa punition. » « C'était toujours un cœur d'or, prêt à tout donner, » a affirmé Alphonsine. « Facile, quand t'as pas une scène, » a répliqué Amable. Mais Marie-Amanda ne lâchait pas son idée. Ce qu'il avait appris sur les routes ou ailleurs, c'était son bien. Il aurait pu le garder pour lui, mais il le partageait toujours. Et son temps aussi. Tu peux pas dire autrement, Amable? Amable n'a pas répondu. Tu trouves pas, a continué Marie-Amanda, qu'un pauvre, toujours prêt à partager le peu qu'il a, est plus généreux qu'un riche qui donne juste ce qu'il a de trop? Oh, je sais pas. Mais penses-tu qu'on lui a rien donné au survenant, nous autres? Oui, a dit Marie-Amanda. Mais si tu donnes et tu le répètes à tout le monde, pour moi c'est comme si tu donnais rien, parce que tu en retires du profit. Amable s'est fâché. Mais qu'est-ce que vous avez, vous deux? Qu'est-ce que vous avez tous à le vanter? Est-ce qu'il vous a jeté un sort, le beau merle, avec ses chansons? Depuis 1 an, il fait la loi au chenal du moine. Ici, il était comme le garçon de la famille. Il dépensait notre argent. Il a fait boire Joinville provincial. Il a brisé le cœur d'Angelina Desmarais. Et c'est pas tout. Le père, là... Oui, le père d'Idas... Alphonsine a pâli. Amable s'est calmé. Je vous le dis, il nous a pris plus de choses qu'on pense, ce survenant-là. C'est un cadeau de Dieu qu'il soit parti. Des pas approchaient de la maison. Les 3 se sont tus et ont attendu. Chapitre 18. Marie-Amanda est retournée à l'île de Grâce et le reste de la semaine, Didas a traîné d'une fenêtre à l'autre. 100 voyages par jour, de la maison au bâtiment, ne réussissaient pas à le désennuyer. S'il avait pu trouver quelqu'un avec qui parler du survenant. Angelina? Dès qu'on parlait de lui, elle devenait blanche comme un drap. David Desmarais le boudait comme s'il était responsable du malheur de sa fille. À la maison, le survenant semblait déjà oublié, et les autres dehors n'en parlaient plus. Toujours à la recherche d'une oreille pour l'écouter, Didas observait les passants. Souvent, quand il voyait quelqu'un passer près de la maison, il courait lui parler. Un soir, il a croisé ainsi Pierre Combe Provençal. Le gros homme, sous son poids, faisait courber la voiture. Didas a voulu parler du survenant. « Tu sais, mon Combe, quand un jeune comme lui est en amour avec la route, tôt ou tard, il faut qu'il retourne à elle. Il n'y a pas le choix. » D'un mouvement d'épaule, Pierre Combe Provençal s'est légèrement détourné de Didas. Offensé, il a avalé sa salive en faisant du bruit, refoulant en lui-même les paroles qu'il aurait voulu dire, mais qui auraient pu tuer leur amitié ancienne et ruiner sa carrière de maire. L'homme qu'il avait devant lui, était-ce bien Didas Beauchemin, son proche voisin, que sa propre mère, Odile Cournoyer, avait aidé à mettre au monde? Didas, fils de Didas, qui aurait pu affronter un orignal? L'homme qui chercherait à marcher sur sa terre, Didas l'accueillerait d'un coup de fusil,
Mais il écoutait maintenant les histoires d'un passant, un survenant, un grand dieu des routes qui avait battu Odilon Provençal et entraîné Joinville à boire. Honte à toi, Didas. Pour tout salut, il a craché aussi loin que possible sur la route. Marche, marche! Le petit cheval roux a recommencé à marcher. Didas est resté longtemps appuyé sur la clôture, désolé, les yeux perdus dans la nuit. La voiture s'est éloignée lentement et s'est perdue dans la brume et l'obscurité. « Pas même lui ?» a-t-il dit sans comprendre. « Personne, absolument personne, veut parler du survenant avec moi. » Et l'hiver qui approchait. Son cœur s'est serré. Petit à petit, ses doigts se sont crispés sur la clôture. Maudit monde! Au presbytère de Sainte-Anne, la femme de ménage nettoyait le poêle. À travers la vitre, elle a vu le père Didas et lui a fait signe d'entrer sans frapper. Respectueux de la grande propreté de la cuisine, il est resté sur le petit tapis près de la porte. « Approchez! Vous arrivez au bon moment, père Didas. J'ai justement 3 canards au four. Goûtez-y! » Indifférent, contrairement à son habitude, à l'odeur forte et savoureuse dans la pièce, le père Didas a refusé. « Pas ce midi. J'ai pas faim. Et mon monde m'attend chez le commerçant. Je voulais simplement dire un mot à monsieur le curé. » Le curé Lebrun est entré à ce moment. « Ah, père Didas! Quel bon vent pour la chasse, n'est-ce pas? » À son arrivée au Chenal du Moine, une trentaine d'années auparavant, le curé Lebrun avait essayé la chasse avec grand plaisir, mais il ne s'était jamais habitué à ces imprévus. Le père Didas, amicalement, le rappelait souvent au curé. Mais cette fois, il a simplement haussé les épaules en répondant. « Pouah! Ce petit vent! Je vous ai pas rencontré à la chasse dernièrement. »« Non, je chasse presque pas. »« Comment ça? »« Ah! Ça va toujours à la maison? »« Ça peut aller, mais... »« Monsieur le curé, j'aurais besoin de vous parler en privé. Je vous retiendrai pas trop longtemps. »« Passez donc dans mon bureau, monsieur Beauchemin. » Le bureau austère, avec ses murs blancs et ses grands portraits, impressionnait toujours le père Didas. Il est resté silencieux. Devant lui, ce n'était plus un chasseur, mais plutôt son curé. Pour l'aider, l'abbé Lebrun a parlé le premier. « Moi-même, je voulais justement vous montrer un article que j'ai trouvé dans le journal. Je l'ai trouvé par hasard dans un numéro de l'Étoile de Québec qui date bien de 2 ans. Il va sûrement vous intéresser. Tenez, lisez-le. » Didas Beauchemin a pris le papier et l'a regardé fixement. Le curé Lebrun s'est mordu la lèvre. Il avait oublié que Didas ne savait pas lire. « Préférez-vous que je le lise à haute voix, monsieur Beauchemin? » Didas n'était pas gêné de son ignorance. Il ne savait pas lire, mais il connaissait beaucoup de choses que son curé ignorait. « Allez, allez, monsieur le curé, allez sans gêne. » Le curé a commencé à lire. Héritier recherché. La déposition du testament de feu Malcolm McDowey a révélé que la famille Espéry de Lignières est à la recherche d'un de ses membres disparus depuis près de 8 ans, Malcolm Petit, héritier principal de M. McDowey. L'héritage de McDowey est un des plus importants vus au Québec dans les dernières années. Il comprend de nombreuses scieries ainsi qu'un territoire forestier étendu. Cet empire industriel a été construit par feu Malcolm McDowey, qui est venu au Canada d'Écosse 70 ans auparavant, alors qu'il n'avait pas encore 20 ans. Comme plusieurs autres, la forêt canadienne l'a séduit. Il s'est associé à Abraham Petit pour créer la société Petit et McDowey, qui est devenue l'une des plus importantes du pays. Beaucoup plus jeune que Petit, McDowey a épousé sa fille unique.
Ils ont eu une fille, qui elle-même a eu une fille et 2 fils, Charles et Malcolm Petit. La nouvelle du décès de Malcolm McDowey rappelle des souvenirs à ceux qui ont passé leur jeunesse dans la capitale, autour de 1900. Malcolm Petit de Lignières a attiré l'attention très tôt. Élevé par Malcolm McDowey, dont il était le petit-fils préféré, il a été éduqué à la maison pour ensuite aller étudier le droit à l'université McGill, où il s'est fait remarquer par ses hautes notes, mais aussi par ses exploits dans tous les sports. Boxe, lutte, rugby, hockey. Quelques mois avant de terminer son droit, il a abandonné ses études et a épousé une jeune Québécoise venant d'une bonne famille. Malcolm de Lignières s'est alors lancé dans le journalisme politique. On lui prédisait un brillant avenir. Tout lui réussissait. Puis, un jour, il y a 8 ans, Malcolm de Lignières a disparu sans raison apparente. Certaines personnes disent l'avoir reconnu à différents endroits, et même à l'étranger. Serait-ce possible que Malcolm de Lignières souffre d'amnésie? C'est l'opinion de sa famille. Voici la description du disparu. Âgé d'une trentaine d'années, mesurant 5 pieds 11 pouces et pesant environ 180 livres. Il a les cheveux roux, les yeux pâles et le nez irrégulier. Une généreuse récompense est promise à celui qui aura des renseignements sérieux sur le disparu. S'il vous plaît, écrivez à la case postale 243, Hauteville, Québec. Une généreuse récompense? Ça doit pas être une petite récompense? S'est exclamé Didas. Mais ce n'est pas de cela dont je parle, monsieur Beauchemin, a dit l'abbé Lebrun, déçu. La description du disparu ne vous fait pas penser à quelqu'un? Je vois pas, monsieur le curé. Voyons, votre survenant. Je pense pas. C'était un garçon qui avait presque pas de défaut, sauf peut-être ben. Puis je suis sûr que s'il avait été marié, il aurait pas fréquenté Angelina. Mais le nom de Petit, joué au reste, ne vous frappe pas? Petit dit Beauchemin. Je me disais qu'il est peut-être un nouveau parent, qui sait? Malcolm Petit de Lignières. Je sais pas, monsieur le curé. Il y a plusieurs personnes qui ont le même nom. Et puis j'en suis sûr, le survenant est le garçon d'un gros habitant. Il doit venir d'une terre, il en sait trop. Enfin, vous le connaissiez mieux que moi, a répondu le curé, en rangeant l'article de journal dans son bureau. Et vous vouliez me parler, monsieur Beauchemin? Le père Didas a semblé sortir d'un rêve. C'est vrai. En effet, monsieur le curé. Soudain, les paroles sont sorties. Monsieur le curé, depuis la mort de ma vieille, je trouve la maison bien grande. Puis la bru est pas trop capable. Elle n'a pas toujours le temps de tout faire. Si je trouvais une personne de mon goût, je crois presque que je me remarierais. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le curé? Je voudrais rien faire sans vous consulter. Le curé a réfléchi. À condition de prendre une femme qui vous convienne. Mais je vous cacherai pas que je trouve le risque énorme avec un grand garçon et une bru dans la maison. Justement, monsieur le curé, des enfants pourraient arriver. 2 femmes seraient pas de trop pour en prendre soin. D'abord, monsieur Beauchemin, répondez franchement à ma question. Avez-vous une femme en vue? Plus ou moins. Je connais une veuve bien fine, capable, travaillante, bonne cuisinière. C'est une pauvre femme, mais d'un caractère riche et joyeux. Mais ça veut pas dire que je pense me marier avec. Je comprends. Son nom? Varrieur. Blanche Varrieur. Un beau nom, hein? Varrieur. Le nom n'est pas d'ici. Oh non. Elle vient d'un coin en bas de Québec, assez difficile à prononcer. La femme est à Cayenne. Elle était cuisinière à bord d'un bateau. Vous savez, la mouche qui a pris un feu l'été passé? Ah, la Cayenne y est presque morte. Depuis ce temps-là, elle habite à Sorel. Quel âge a-t-elle? 40 ans tout juste. Vous pensez pas qu'elle est un peu jeune pour vous? Ben, monsieur le curé, je voudrais élever encore un garçon ou 2, si c'est possible.
Le curé de Sainte-Anne s'est appuyé dans son fauteuil et a regardé le père Didas dans les yeux. « Faites donc une chose, monsieur Beauchemin. Ne vous dépêchez pas de prendre une décision. Attendez. J'écrirai au curé de la paroisse d'où elle vient. Si le curé m'en dit de bonnes choses, je serai le premier à m'en réjouir. Le mariage est une chose grave et sérieuse, encore plus pour un veuf avec de grands enfants au foyer. » Pendant que son curé lui donnait de sages conseils et essayait de le dissuader d'un mariage rapide, les pensées de Didas étaient à des kilomètres de là. Le survenant connaissait tout. Il avait toujours raison. Il lui avait conseillé de se remarier. Et c'était grâce à lui que le père Didas avait connu la Cayenne. La Cayenne. Seulement à la nommer, il tremblait de joie. Il a attendu d'avoir retrouvé son calme pour dire « Vous pouvez écrire, monsieur le curé. » Mais, debout près de la porte, il a ajouté « Je pense à une chose, monsieur le curé. Vous pensez pas que si je la mariais tout de suite, je vous sauverais pas mal de troubles? Les routes vont bientôt devenir méchantes et le courrier sera lent.